Seydou, licencié de langue et de littérature arabe à l'Université de Paris, historien des sciences et physiologiste, agrégé de philosophie. Il est né en 1928. Il a été ambassadeur de la République du Niger en France, en Suisse et au Royaume-Uni. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé lorsque je lisais Ulysse. Constamment, chaque fois que le héros venait dans une île, dans un village, la première chose dont on se préoccupait, c'était de savoir d'où il venait, de qui il venait. Et on ne demandait jamais où il allait. Voilà, donc c'était ça l'important. Commencez tout de suite par me demander mes origines. Et vous ne vous demandez pas ce que je suis actuellement et où, dans mes sentiments, je vais, où je pense aller. C'est tout à fait c'est un effet du hasard qu'en ce qui me concerne, dans ma famille, nous avons été des lettrés jusqu'au XVIIe siècle. Mes ancêtres sont des lettrés. J'ai un de mes arrière-grands-parents qui était compagnon parent de Cheikh Ousmane Danfodio, le fondateur de la dynastie Peul de Nigeria, et dont le frère commentait Aristote à ses élèves à l'époque. Aristote, vous savez qu'Aristote a été d'abord traduit en arabe avant même d'être introduit en Occident. Donc pour nous, ce n'est pas du tout une découverte. Nous, pour l'Afrique soudanienne, le fait d'aller à l'école, de voir l'écriture, ce n'est pas une découverte radicale, ce n'est pas un émerveillement, ce n'est pas une merveille, l'écriture, comme nous l'avons connue, l'écriture. Et certaines de nos langues même étaient écrites avant. De sorte qu'il y a ça, on ne peut pas, parce que ça a été très déterminant dans notre comportement. Alors pour aller à l'école européenne, je suis allé à l'école européenne par défi. Le défi. Mais défi contre quoi? Contre qui? Pas de doute, l'on se rapporte aux envahisseurs. Comment se fait-il que des hommes qui ne sont ni plus intelligents que nous, et là nous avons la conviction, une conviction qui n'est pas un complexe, ni plus intelligents que nous, et dont certains, dans la façon dont ils ont conduit la guerre d'ailleurs, nous donnaient l'apparence de la stupidité, mais c'est une stupidité individuelle qui n'a pas un reflet sur le peuple. Nous, on ne généralise pas de cette façon ce comportement. Ni plus intelligent, ni quelquefois plus armé, ni plus habile, ni plus rusé. Les critères fondamentaux d'efficacité de la guerre, comment se fait-il qu'il nous ait vaincus? Peut-être qu'à ce moment-là, certains se sont dit, après tout, il faudrait savoir ce que ces gens-là savent. Je me souviens quand j'étais gosse, chaque fois je voyais passer des avions, je voyais passer une voiture, je réunissais les camarades, je leur demandais d'aller chercher de l'argile et nous tâchions de fabriquer ça. Je me souviens encore, je cherchais par des moyens avec des boîtes d'allumettes et tout ça pour essayer de fabriquer un téléphone. Tout ce qu'on voyait les faire. C'était à la fois pédagogiquement utile, c'était dangereux aussi, parce que ça, c'est la pente de l'aliénation. Il y a une chose que je peux vous dire, il y a des disciplines qui ont prédominé dans mon tempérament intellectuel, les mathématiques, l'histoire de la pensée humaine et la philosophie. Mais en dehors de ça, il y a très peu, je le dis parce que souvent, c'est ça qui intéresse. Il est intéressant de savoir. Il n'y a pas eu d'homme, de penseur qui m'ait vraiment influencé au cours de ma scolarité. J'ai eu des étapes. Gandhi m'a beaucoup plu. À un certain moment, il y a une espèce de noblesse, je pense. Mais très vite, j'ai vu que dans Gandhi, il y a une sorte de génie rêveur qui est quelquefois étranger à ce monde, qui a universalisé des exemples particuliers. L'immense sagesse de l'Inde a permis à la philosophie de non-violence de vaincre et de faire sa preuve d'efficacité. Mais qu'est-ce que c'est si on voit par ailleurs ce que c'est? Les non-violents sont considérés carrément sont pris pour des fous, pour des naïfs. Et nous, les Peuls, la chose dont on a horreur, c'est d'être pris pour un naïf. Il y a une phrase que j'ai rencontrée qui m'a choqué, longtemps prononcée par un très grand homme de pensée que je respecte beaucoup sur d'autres plans, un grand poète, dire que la raison est hélène et l'émotion est nègre. Ça, je trouve que
Voilà pourquoi quand le Coran dit les poètes sont des menteurs, ça, j'ai écrit ça dessus de ça. Vraiment, c'est très beau. C'est très beau comme expression. C'est tellement beau qu'on prend cette beauté pour la vérité, mais c'est faux. Vrai et faux. Mensonge des poètes et vérité des philosophes. Nous voici confrontés au problème de fond. Nous touchons là peut-être aux racines du malentendu. La répétition, ce n'est pas... C'est banal de le dire en Afrique. Ce n'est pas un défaut. C'est pas un vice. C'est pas un vice intellectuel, la répétition. Pourquoi ça l'est devenu en Occident? Pourquoi on a horreur de la répétition dans la pensée occidentale? Et pourquoi on a fait prévaloir la signification de l'originalité comme cette qualité qui ne se révèle qu'une seule fois, mais la deuxième fois, elle est une autre qualité. Pourquoi le refus de la permanence des valeurs, c'est ça. Et c'est valable pour tous les peuples que l'on peut appeler rapidement des peuples anciens, parce que la répétition, c'est le langage de la vérité et de l'éternité. C'est ça, c'est l'expression des choses qui durent, c'est ça, la répétition. Les vérités qui ne se répètent pas, qu'on ne répète pas, ce ne sont pas des vérités. Ce que vous ne répétez pas, ce n'est pas vrai. C'est le mensonge qui est discontinu. On peut trouver un style par une virtuosité intellectuelle ou par un don personnel. On peut trouver le moyen de varier le style de répétition d'une vérité. Mais la vérité elle-même est répétition. Tous les grands penseurs se sont attachés aux vérités qui se répètent. Et la vision même du monde, les Allemands, ce que les Allemands appellent la Weltanschauung, des anciens par exemple, c'est ça, c'est de saisir ce qui se répète. Je crois que c'est un philosophe italien qui est le dernier, je crois, des adeptes de cette comment vous appelez ça, cette vision du monde qui consiste à dire que l'essence du monde, le destin fondamental du monde, c'est quelque chose qui se répète. C'est Giovanni Battista Vico. C'est Vico, le ricorsi. Corsi et ricorsi, c'est ça. Et seul l'inessentiel est radicalement original et ne se répète pas. Les choses essentielles se répètent. Et en Afrique, si vous faites une archéologie de la pensée africaine, vous retrouvez ça, vous retrouvez ceci, la valorisation de ce qui se répète. Il y a une chose qui n'est pas faite en Occident, c'est la psychologie du progrès. On a fait une idéologie du progrès, une histoire du progrès, une métaphysique, mais on n'a pas fait ce qui est le simple, une psychologie, voir dans quelle mesure le concept même de progrès est compatible avec sa perception psychologique. Ça n'a pas été fait. Si on l'avait fait, on se serait aperçu d'une chose, c'est qu'en Occident, il y a une espèce de fétichisation du progrès, une valorisation excessive du progrès qui fait que, à mon avis, ce qui a tout renversé, et on en est arrivé à le progrès étant la valeur des valeurs, et le progrès étant le renouvellement continu. Ben, tout ce qui n'est pas renouvelable, c'est infamant dans la conduite des hommes, dans l'existence sociale, etc. Mais ceci n'appartient pas de toute éternité à la pensée occidentale même. Chez les anciens, ce qui vaut, c'est ce qui se répète, c'est ce qui dure, ce qui reste, ce qui est le même. C'est le même, comme disaient les présocratiques, c'est le même. Disait Parménide, l'être, c'est ce qui est là, massif, qui échappe au changement. Cette valorisation du changement, au point de considérer ce qui est presque un paradoxe. L'Occident en est arrivé à considérer même comme valeur éthique le changement. C'est pour cela d'ailleurs qu'en Occident,
le concept d'universel est un concept complètement inintelligible. On ne sait pas comment concilier l'universel, l'éternellement vrai, l'universel, comment le concilier avec ce qui change. La parole, l'élément essentiel des relations humaines, est codifié spontanément dans chaque société. Il y a une espèce de distribution de la parole. Le vocabulaire, pour signifier la même chose, n'est pas le même au niveau des couches sociales. J'hésite à dire couche sociale parce que tous ces mots-là sont chargés de leur structure économique, l'interprétation historique. Ce n'est pas ça. Enfin, convenons que, par exemple, les forgerons ont le droit de dire certaines choses. Il y a mettons, les tisserands ont le droit de nommer les choses par leur nom. Mais quand vous, à un certain niveau, ce qu'on appelle les nobles, ils ont un vocabulaire à eux. Le vocabulaire, dans la même langue, est tel que ils peuvent, quand ils parlent, ils peuvent parler dans des conditions absolument incompréhensibles des autres. Je crois que c'est une exagération du désir, c'est un phénomène psychologique, l'exagération de cet effort à exprimer les choses, pas par leur véritable nom, mais à les exprimer en biais. On parle d'une façon oblique. C'est les autres qui parlent de vous en bien. Et c'est ça la raison essentielle. La justification sociale du griot. Le griot, c'est celui qui parle des autres, qui doit parler d'eux. Et c'est si vrai que, même très certainement actuellement dans les je ne sais pas si vous avez été en Afrique, si vous allez en Afrique, allez un jour assister aux cérémonies, enfin aux entretiens que ce que nous appelons chez nous les lamis, c'est-à-dire les chefs. Les chefs, le matin, ils ont leur cours, les gens sont assis autour, ils sont en conversation très ordinaire avec les gens qui les accompagnent. Il y a toujours à côté du lamido, il y a toujours un ou deux personnages qui sont là. Et les premiers explorateurs avaient pensé que c'était des interprètes. Ce n'étaient pas des interprètes. Ils étaient là pour dire ce que dit le roi. Mais lui-même ne parle pas directement. Ceci existait en Europe au Moyen-Âge, ça existait, ça existait chez tous les peuples. Chez les peuples orientaux, c'est très caractéristique. Je me demande même dans quelle mesure ce n'est pas là l'origine sociologique des prophètes. Anciens prophètes, qui parlent pour les autres. Vous savez, les prophètes ne parlent ni d'eux-mêmes, ni pour eux-mêmes, ils parlent pour les autres. Dans les polythéismes, les prophètes parlent pour Dieu dans les monothéismes. Je crois que, ceci peut-être c'est exagéré comme extrapolation, mais c'est une vérité générale. La seule différence, c'est qu'en Afrique, c'est une vérité qui relève de l'actualité. Si vous référez aux critères occidentaux, celui qui est le maître de la parole, c'est le maître alors. Là, c'est la très grande différence. La maîtrise du verbe n'est pas du tout, ne signifie pas du tout que l'on est le maître. Voilà donc une atteinte sérieuse portée au statut occidental de la parole datant de 20 siècles depuis Démosthène. Mais quel est donc le sort que l'Afrique fait à l'éloquence? L'éloquence est vile, au sens sociologique. C'est une... si je vous l'ai dit, c'est vraiment, à mon avis, une des
une des grandes différences dans ce domaine-là, qui concerne le statut de la parole, avec ce que vous convenez d'appeler, entre guillemets, l'Occident, et l'éloquence, qu'on appelle l'éloquence de la chair, depuis Démosthène. Je crois que ça, c'est une tradition qui n'a jamais suivi de discontinuité en Occident. Depuis l'Antiquité jusque maintenant, les hommes qui ont la puissance du verbe ont toujours une puissance consacrée par la société et une puissance transformée en pouvoir. Hein. Il y en a même qui ont réussi à transformer ce pouvoir, cette puissance en pouvoir, et ce pouvoir en pouvoir politique en Occident. Dans l'Afrique traditionnelle, la maîtrise du verbe appartient à une caste qui n'est pas du tout la caste du pouvoir. Il est permis alors de se demander si, dans une Afrique ayant une technologie plus développée, ce n'est pas de la caste des griots qui surgiront de plus en plus les chroniqueurs, les journalistes de la radio et de la télévision. Vous voulez dire ce que le peuple appelle les griots de Toubab. les griots de Toubab. Ces questions sont extrêmement complexes. Chaque fois qu'on en parle, on a le sentiment d'être tellement trop simple que finalement, on met cette question elle-même en question. On se demande ce qu'on dit recouvre toute la réalité. L'éloquence, c'est le propre du griot. Là, partout où il y a la qualité prédominante de l'éloquence requise, il y a un peu du travail du griot, c'est évident. Je ne dis pas que ça peut créer un obstacle sociologique à la formation des journalistes ou à la formation ou au parlementarisme. Mais enfin, quand même, si vous écoutez les paysans, l'Afrique traditionnelle, on entend toujours... Je me souviens avoir été quelquefois assisté à des séances de parlement. C'est très caractéristique d'ailleurs, je vais dire l'Afrique de chez nous, l'Afrique soudanienne que je connais. Les députés, parmi eux, il y en a de toutes les couches sociales, parce que l'Afrique moderne mélange tout le monde et c'est heureux. Mais c'est très net. Les députés les plus silencieux, remarquez ça. C'est vraiment, c'est presque une loi. C'est les plus silencieux, ceux qui parlent le moins, ou ceux qui, quand ils demandent la parole, ce n'est jamais plus de 2 minutes. Ils disent une ou deux choses et ils vont s'asseoir. Ceux-là, vous pouvez le constater tout de suite, ce sont les gens qui appartiennent à une génération. Cette génération qui, même si elle a été à l'école française ou à l'école anglaise, je parle du Niger, par exemple, ou du Nigeria, des pays qui sont des pays d'origine, si vous voulez. Là, on sent que ceux-là, vous pouvez dire, même s'ils ont été à l'école française ou anglaise, vous remarquez que la majeure partie, la partie déterminante de leur éducation, c'est dans la pédagogie traditionnelle, dans l'Afrique traditionnelle. Par contre, ceux qui viennent des écoles ou des universités ou françaises ou anglaises, les Anglais un peu moins, parce que les Anglais donnent une éducation qui tient compte de la tradition. Ceux-là, alors là, permettez que je parle 2 minutes, ils parlent 3 heures. Alors là, et on entend souvent les griots dire, mais ça, c'est des chefs ou des griots? C'est des chefs ou des griots, ça. C'est toujours ça. Je ne veux pas pousser l'exemple jusqu'à la méchanceté suprême et vous dire que j'en étais témoin moi-même. Les peuples africains, surtout l'Afrique soudanienne, sont très choqués de voir un chef d'État venir tenir un discours, faire un grand meeting et parler pendant 3 heures. Ils sont très, très choqués. Ça, c'est pas un chef, ça. Si un chef parle pendant 3 heures, ou ce qu'il dit n'est pas vrai, ou ce qu'il dit c'est plus que la vérité, donc ce n'est pas vrai, ou ce n'est pas un chef. Et en général, ils donnent le sentiment qu'eux-mêmes n'ont pas la certitude
de leur qualité de chef. On sent ça comme l'expression d'une nouvelle forme des choses, que l'on ne rejette pas. On ne rejette pas ça. Mais on ne vit pas l'appartenance authentique à l'Afrique traditionnelle. C'est contreplaqué, c'est une mode. Les vieux vous disent d'ailleurs c'est une mode qui va passer. Depuis des années, les historiens du monde entier essayent patiemment de reconstituer l'histoire de l'Afrique à partir de sa tradition orale. Amadou Seydou est de cela. Le fait qu'on n'ait pas eu l'écriture pour marquer ce qui a pu se passer dans le passé, ça constitue effectivement une gêne pour la constitution des documents et tout. Ça, c'est évident, c'est même une banalité. Mais ceci dit, il ne faut pas exagérer. Parce que, pour deux raisons. Une, c'est que l'écriture, c'est une technique, c'est un instrument de constitution de documents essentiels. Mais c'est la meilleure technique, c'est l'écriture, c'est un excellent instrument de mensonge. Et les anciens le savaient. Quand ce qui est écrit est complètement vrai, on le déchire. Quand c'est une vérité préjudiciable, on le déchire. Et quand on ne peut pas le déchirer, on en interdit l'accès pendant 50, 60 ans. Alors là, l'écriture est quand même ambiguë. C'est un moyen pour les hommes de mentir aux générations futures. Et ceci est très facile en Occident parce que c'est très curieux. On croit plus à la parole écrite qu'à la parole orale. Ça, c'est l'inverse en Afrique. J'exagère en disant l'inverse. Mais en Afrique, il y a une prédominance de la croyance à la parole. À la parole. Et la prépondérance, l'impérialisme de l'écriture, pour ainsi dire, aboutit à ce résultat invraisemblable que ce qui n'est pas écrit est accessoire. Or, l'essentiel chez l'homme, c'est ce qu'il dit devant vous, c'est la parole. Alors, vous pouvez vous permettre, je peux me permettre, si ce n'est pas enregistré, et si ce n'est pas noté, et même si c'est noté, si je ne signe pas, je peux vous dire n'importe quoi, et demain vous dire, mais non, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est impensable dans l'Afrique traditionnelle. Ce qu'on a dit, on l'a dit. Et on demande au fils de dire plus tard qu'on l'a dit. Donc, il n'est pas du tout sûr, et il faut faire des recherches très pénibles dans ce domaine, pour savoir quel est le degré de vérité du document écrit et du document oral. Le manque de vérité du document oral, c'est dû simplement à la défiance de mémoire. Le manque de vérité dans le document écrit peut être intentionnel. Et cela, c'est plus grave pour la constitution de l'histoire. Ceci dit, il y a une nécessité. C'est que l'Afrique n'a pas d'écriture, donc on ne peut s'adresser qu'aux témoignages oraux, c'est-à-dire à la tradition orale, qui est ce livre constitué de la série infinie des ancêtres, et des hommes, et des cerveaux, et des mémoires, pour restituer ce qui peut être restitué dans l'histoire africaine. Alors ça exige naturellement une méthode tout à fait nouvelle, analogue à celle dont se sont servis les premiers hommes de la Renaissance pour reconstituer l'histoire de l'Antiquité. Ils se sont servis de oui-dire, de ce qu'on raconte, de ce qui existe dans les paperasses, de ce que certains ont les livres, mais ils ne le mettent pas dans le domaine public, et ils racontent ce qu'il y a dans le livre, etc. Je dois dire d'ailleurs, c'est très dommage, la prépondérance de l'écriture dans l'Occident. Dans tous les livres d'histoire en Occident, je suis très frappé par l'exagération de l'importance du document écrit et l'absence totale de référence à la tradition orale. Or, si vous voulez faire, par exemple, l'histoire des peuples, mettons, des peuples bretons, s'il y a un peuple breton, des populations d'une région quelconque, mais vous trouverez infiniment plus de vérité dans ce qui se dit, dans ce qui se raconte, que dans ce qui est écrit à la mairie. Ça, c'est une vérité. Et en tout cas, pour les psychologues, c'est essentiel ce qui s'écrit. Et ne pas tenir compte de la dimension psychologique pour écrire l'histoire, c'est une grave erreur. Parce qu'à ce moment-là, l'histoire devient une métaphysique. Je ne veux pas être méchant, mais je considère que la plupart des livres d'histoire d'Occident sont des vérités après coup ou de la métaphysique. La tradition orale doit être la base pour écrire l'histoire. Quelle est l'histoire qui doit en résulter? Ce n'est pas l'histoire scientifique, entre guillemets, au sens de la vérité après coup
ou de la vérité travestie, mais ça va être certainement une Afrique beaucoup plus actualisée de cette façon que l'histoire pensée, doctrinale, écrite avec les thèses de Hegel ou avec les thèses de Bossier, Fustel de Coulanges, que sais-je. Mais ce sera une histoire qui repose sur ce que les ancêtres ont dit. Mais ça demande une analyse extrêmement serrée. Un travail immense. Un travail immense, un sens de l'interprétation des mythes, des légendes, ce dont l'Occident ne tient pas compte pour écrire son histoire. Et ça fait les 2/3 de la vérité humaine, mise à part, si on ne tient pas compte des légendes, des mythes, de la symbolique de l'homme pour écrire son histoire. Peut-on imaginer de raconter l'histoire d'un homme si on ne raconte pas la dimension de sa symbolique? Ça, c'est pas de l'histoire, c'est de la métaphysique. Dans l'Afrique traditionnelle, c'est un paradoxe. On n'est jamais riche pour soi-même. La richesse n'est pas une jouissance individuelle. Et ceci est si vrai que toute la société est organisée pour cela. Il est vrai que tout le monde cherche la richesse. Tout le monde cherche de tout le temps en Afrique, dans l'Afrique traditionnelle. Tout le monde recherche la richesse. Mais la finalité de la richesse, pour un individu qui est riche, c'est d'être pour lui un moyen de partager cette richesse avec les autres. C'est dommage de parler à distance, parce que si vous vivez en Afrique, dans l'Afrique traditionnelle, c'est la réalité quotidienne. Je me souviens, les vieux chez nous vous disent, les Peuls disent, c'est moins bien, si vous voulez, c'est moins bien que ce soit vous-même qui ayez 10 bœufs que votre voisin. Ou alors d'autres disent, il vaut mieux que ce soit votre voisin qui tue un poulet ou qui tue un mouton que vous-même. Pourquoi? Parce que dans un village, quand vous tuez un poulet ou un mouton, la société vous fait l'obligation d'en distribuer à tout le monde. Tous ceux qui savent que vous avez tué que chez vous ce soir, les paysans, je parle au niveau du paysan, tous les voisins, tous les autres paysans qui savent que chez un tel ce soir, on a entendu crier un poulet et qu'il a tué un poulet, eh bien chacun s'attend à avoir un morceau. Finalement, il vous reste moins que si la part qui vous revient est inférieure à la part, à chacune des parts que vous distribuez aux autres. De sorte que la mentalité, l'aphorisme paysan dit, il vaut mieux que ce soit le voisin qui tue le poulet plutôt que moi-même, parce que si c'est moi-même qui le tue pour en faire un repas, j'en ai encore moins que le voisin. Tellement que l'obligation de distribuer la richesse, c'est ça la finalité de la richesse dans l'Afrique traditionnelle. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la richesse n'est jamais l'équivalent de la vertu sociale, n'est pas une valeur sociale. Ça, vous pouvez penser que c'est contradictoire avec l'autre, mais ce n'est jamais ça. Ce n'est pas le signe, ce que je voulais dire, ce n'est pas le signe du respect. Vous n'êtes pas respecté en mesure, en proportion de votre richesse. À telle enseigne que souvent, vous trouvez dans l'Afrique traditionnelle des seigneurs qui sont bien moins riches que des vassaux qui sont derrière eux. Et par leur fait, les griots qui sont derrière les chefs sont plus riches en réalité que les chefs. Même s'ils continuent à tirer leurs moyens d'existence de la générosité de ces chefs. Ça crée une dialectique perdue. C'est que on cherche à s'enrichir parce que la richesse est le seul moyen de donner aux autres, de distribuer aux autres, et la distribution de tout ce que vous avez aux autres, c'est-à-dire la générosité en acte, c'est ça la caractéristique du noble. Le noble ne doit jamais garder quelque chose pour lui, jamais. Ce qu'il a, il n'a pas une chose. Il est plus que ça. Ceci, naturellement, donne un statut spécial à la pauvreté. C'est que la pauvreté est entourée d'un certain respect, une certaine
une certaine pudeur. Et si, dans l'Afrique traditionnelle, si quelqu'un est pauvre, s'il n'est pas pauvre seulement par lâcheté, mais s'il est pauvre par des circonstances matérielles extérieures, ça, il y a un immense respect à son égard. Seulement tout cela, vous savez, c'est presque de la poésie. C'est la poésie. Mais c'est la poésie qu'on trouve dans les brousses africaines, chez les paysans. Et si vous allez dans les villes, dans tous les endroits où l'impact du monde moderne commence à s'infiltrer, où, comme on dit dans le jargon, l'économique prime tout, il y a une tendance à la valorisation de la richesse, pas comme telle, car elle est valorisée dans la société traditionnelle, mais la valorisation de la richesse comme moyen de jouissance individuelle. Alors, je crois que c'est le grand drame actuellement, ce qui introduit la contradiction. L'Afrique n'a pas du tout la philosophie de la frugalité, ce n'est pas vrai. Ce qu'a l'Afrique, c'est la richesse jamais comme moyen de jouissance individuelle, c'est tout. Mais ce qui introduit la contradiction, c'est que la société moderne, l'imitation, disons, pour aller plus vite, de l'Occident, surtout par l'avènement des hommes actuels au pouvoir, à tous les niveaux du pouvoir. Le pouvoir est un pouvoir d'emprunt en Afrique, sociologiquement parlant, pas politiquement, c'est un pouvoir d'emprunt, c'est-à-dire un pouvoir par imitation. Là, la richesse tend à être regardée comme la valeur des valeurs, parce que c'est un moyen de jouissance individuelle, et donc c'est un des critères de valeur individuelle. Vous m'avez dit une fois à peu près ceci. L'Occident souffre d'une technologie qui n'est pas accompagnée du moral, et l'Afrique souffre au contraire d'avoir une éthique qui n'est pas appuyée par une technologie adéquate. Ceci me paraît un antagonisme premier et fondamental. La technologie, elle est, j'allais dire une banalité, elle est ce que l'homme a fait. Elle vaut ce que vaut l'homme qui l'utilise et ce que vaut la société qui l'utilise. Je considère que ceci étant, la technologie est non seulement indispensable, l'instrument technologique, la civilisation technologique est non seulement indispensable à l'Afrique, mais il faut la requérir, parce que vraiment, je considère que personnellement, c'est ça qui manque à l'Afrique. Et à ce point de vue, je peux dire que ce qui fait la richesse de l'Europe, c'est cela c'est cela la pauvreté de l'Afrique. L'Afrique, bien sûr, regorge de valeurs humaines remarquables. Il faut souhaiter beaucoup que ces valeurs humaines puissent non seulement se conserver, pour être au moins, en certain sens, le témoignage que l'homme a valu quand même quelque chose. Et non seulement ceci, mais que également cet humanisme qu'on se complaît à regarder, à retrouver dans nos traditions, puisse s'universaliser. Ça, je le souhaite. Mais je ne voudrais pas que ce souhait aille avec le refus de la technologie, car la technologie peut être une promotion essentielle, indispensable pour une Afrique moderne. Ça, c'est requis. Je crois que, vous savez, chacun de nous est un Rousseau ou un Chateaubriand des heures d'hiver. On se complaît à inventer l'existence d'une civilisation sur un continent, peut-être actuel ou passé, où les hommes avaient la perfection absolue parce que ça a échappé à la technologie, ça a échappé à l'évolution sociale, etc. Et tout ça. Je crois qu'il ne faut pas, c'est très poétique, mais il ne faut pas exagérer. Si l'on veut regarder sérieusement les choses, je pense que
on peut dire que à cette profusion de valeurs éthiques qui existent en Afrique, dans l'Afrique authentique, correspond malheureusement une souffrance, un manque dans l'ordre technologique. Et à ce compte-là, c'est presque l'inverse, n'exagérons rien, c'est presque l'inverse en Occident. Je crois que l'Occident s'est engagé dans un processus très accéléré d'acquisition technologique et ne s'est pas donné un processus équivalent d'acquisition dans l'ordre de la revalorisation répétitive de l'homme. Il n'y a pas eu correspondance, comme diraient les mathématiciens dans leur jargon, il n'y a pas correspondance biunivoque entre le progrès technologique en Occident et le progrès éthique, ou simplement le maintien de valeurs éthiques. Parce que progrès éthique, c'est déjà très polémique. Il n'y a pas eu maintien. Et on a même l'impression qu'il y a destruction au fur et à mesure du progrès technologique. Et c'est ça le vrai drame de l'Occident, c'est qu'il y a une espèce de distance intérieure et extérieure qui s'instaure au sujet de l'homme. Une distorsion entre sa puissance technologique et sa puissance éthique. Ça, c'est ça qui fait... c'est ça. Et au fond, de ce côté, ce sont des parents, l'Occident et l'Afrique. Ce sont des parents pauvres, à chacun d'une pauvreté spéciale. L'Afrique est riche d'excès, de valeurs éthiques, si vous voulez, excès par rapport à la pauvreté éthique. Et c'est l'inverse. En Occident. Ce qui fait que les civilisations occidentales sont des civilisations angoissées. C'est qu'il y a une différence chez l'homme, une différence de plus en plus radicale entre la puissance matérielle et la puissance morale. Et ça, quelle que soit la façon dont on résout cette angoisse, une des façons, c'est d'accepter cette angoisse comme une réalité de l'homme. Et certains l'ont fait. Certains l'ont fait. Mais en tout cas, il y a cette contradiction qui est très caractéristique de l'Occident. Et elle est vécue. La contradiction résultant de la différence entre la faiblesse technologique et la puissance et la force morale, la vertu du pauvre chez les Africains, cette contradiction-là n'est pas une angoisse pour le moment en Afrique parce qu'elle n'est pas vécue. La seule chose qu'il faut souhaiter, et ça c'est un souhait qui relève, dont l'efficacité relève d'un acte politique, du pouvoir politique, c'est que le développement de l'Afrique soit entendu au sens intégral, qu'on n'entende jamais par le développement de l'Afrique, le développement dans le processus technologique en négligence absolue du développement, ou en tout cas des maintiens des valeurs essentielles de ce qui fait l'homme africain, l'humanisme africain. Vous allez dire, c'est tout à fait abstrait ça, mais il y a des exemples extrêmement concrets, tels que cette hospitalité, qui est une actualité, une réalité en Afrique, ce lien de la cellule familiale, qui est une réalité en Afrique, ce respect, enfin ce devoir que l'homme se fait, cette responsabilité qu'il se sent à l'égard de ses enfants, à l'égard de son père, à l'égard de sa mère, et qui est un devoir absolument transcendant à sa vie quotidienne, que tout ceci ne soit pas balayé par la technologie, mais que le désir de maintenir ceci ne signifie pas le refus de la technologie. Voilà l'impossible que je cherche. Mais il est très facile d'obtenir qu'un peuple se développe sur le plan exclusivement économique au détriment de ses valeurs éthiques et de ses valeurs nationales. C'est très facile. Les peuples le disent. On peut toujours avoir de l'argent, ne serait-ce qu'en allant se vendre au marché. Mais ça, on le refuse toujours. Je me souviens,
avoir dit un jour à des élèves, j'enseignais dans un lycée de Paris à l'époque, je disais à des élèves de classe terminale, progresser, c'est aller de l'avant. Tout le monde a éclaté de rire. Et j'étais content parce que je m'attendais à ça. S'ils avaient pensé que ça allait de soi, s'ils n'avaient pas pensé que ça allait de soi, je n'aurais pas été content. J'étais très content. Ça finit par aller de soi, que progresser, c'est aller de l'avant. Parce qu'on a l'obsession du sens étymologique, c'est aller de l'avant. Or, il faut toujours revenir aux sources. Vous savez que chez les anciens, une conduite de l'homme ou d'une société n'est pas un progrès, n'est un progrès que dans la mesure où elle est le reflet exact, la restitution du modèle exact des conduites des anciens. Le progrès éthique, c'est-à-dire la valorisation éthique, le progrès même social, économique, c'est de retrouver les états antérieurs. On a le regret, on a perdu, les anciens étaient mieux. Progresser, c'est retourner aux sources chez les anciens. Chez les Grecs, c'est très net. En Afrique, cette mentalité dans l'Afrique traditionnelle existe d'une certaine façon. Et c'est certainement ça qui explique que dans toutes ces sociétés anciennes, si on regarde, on fait une analyse fine des problèmes, on s'aperçoit que, par exemple, c'est la raison pour laquelle les vieux sont entourés de respect. Les vieux, c'est les témoins, c'est les modèles passés vivants. C'est eux le progrès. C'est eux le progrès. C'est pas le progrès, parce que les anciens, par principe, les anciens ont toujours mieux fait que le nouveau. Ça, c'est l'anti-progrès au sens moderne. Alors, la perspective est complètement renversée. Actuellement, c'est aller comme de soi que progresser, c'est ajouter quelque chose à ce qui se faisait autrefois. C'est la fuite en avant. Il y a une légère confusion entre progresser et évoluer. On ne s'est pas aperçu que dans certains domaines, le progrès consiste dans le maintien de certaines valeurs, c'est-à-dire dans la permanence des valeurs qui ont fait leur preuve. C'est ça c'est pour cela. Alors, si je vous dis ça, c'est pour vous expliciter le terrible problème. Tellement terrible que ce n'est pas seulement propre à l'Afrique, mais même un peu partout dans le monde. On préfère ne pas se poser des questions. Et partir comme ça, partir comment? Il faut toujours partir sur le modèle occidental. Et c'est là le reproche fondamental que je fais, que ce soit dans l'effort économique de progrès, l'effort social, l'effort même de valorisation des conduites, etc. Tout se passe comme si le mieux, c'est ce qui est fourni par le modèle occidental. Et on adopte ce modèle sans critique. Il n'y a pas un théorème de Pythagore occidental, un théorème de Pythagore asiatique, un théorème de Pythagore africain. Il n'y en a pas. Ça non. Mais il y a certainement une distribution, une politique de distribution des biens sociaux conforme à un modèle qui soit africain, un modèle asiatique et un modèle occidental. Que l'Afrique tourne le dos à ce modèle dans ce domaine pour se référer au modèle occidental que l'Occident lui-même cherche à combattre, ça c'est très mauvais. C'est pour cela que, en fait, le danger c'est que on progresse, mais on progresse en s'installant dans une vitesse de concept qui ne laisse pas le temps à la réflexion, au choix. Le progrès n'est pas sélectif. C'est ça qui est dangereux. Particulièrement, la génération actuelle n'est pas du tout, est obsédée par le modèle extérieur. Au point, je le répète, d'adopter des modèles que l'Occident lui-même critique. Mais la grande chance, c'est que l'Afrique traditionnelle résiste à ça. Ce qui fait d'ailleurs de terribles contradictions, parce qu'il faut trouver le joint au niveau des dirigeants, à un niveau, cette génération d'emprunts
est tiraillé entre l'Afrique qui veut se développer, c'est une authenticité qui n'est pas le rejet des autres. Il n'y a pas de xénophobie en Afrique. Je l'ai toujours dit et ça paraît paradoxal pour ceux qui ne connaissent l'Afrique que par les journaux. L'Afrique n'est pas xénophobe. C'est pas connu ça. C'est des sentiments qui ont été importés, qui ont eu leurs adeptes là-bas et qui les ont encore. Mais c'est importé. C'est une importation. L'Afrique n'est pas xénophobe. C'est ça peut-être qui a été son drame au cours de l'histoire. Mais enfin, vraiment, le progrès pour l'Afrique, c'est une nécessité, c'est même une réalité. La seule menace, c'est cela. Et ce progrès ne sera authentique que si l'on trouve le moyen de s'attacher à sélectionner les modèles qui s'offrent à l'extérieur et qu'on ne se précipite pas sur le modèle parce qu'il vient de l'Occident. Quand je dis l'Occident socialiste ou autre, car chacun a pris un peu partout. J'ai vu des livres rouges installés ou des livres bleus ou certains mémoires de certaines personnalités occidentales qui sont distribués même à des paysans illettrés. Et qu'on les oblige à réciter le contenu parce que c'est la condition de socialisation ou de capitalisation ou parce qu'une ambassade a distribué ça, occidentale ou non, alors que les sentences et les aphorismes qui se trouvent là-dedans, ça ne vaut même pas le 10e des proverbes qu'on entend chez les paysans. On va donner au baccalauréat des sujets, par exemple, que pensez-vous, quelle est la valeur, déterminer la valeur du loisir dans une société dont le critère des critères, c'est le travail, c'est la recherche du travail, le fondement du travail. On invite les bacheliers à méditer sur la valeur du loisir. Ce sujet composé à l'extérieur et envoyé. Voilà le type du modèle. Je crois que c'est le vrai. C'est pour cela qu'il faut beaucoup souhaiter que la future génération de l'Afrique soit une génération d'hommes lucides qui progresse sans démagogie, ni interne, ni externe, et qui garde les valeurs authentiques de l'Afrique, qui sont les valeurs d'ouverture, mais une ouverture qui soit critique. Et ceci sera au bénéfice de tout le monde, car le reste du monde n'a pas intérêt à voir se développer une civilisation d'emprunt en Afrique.